Salut les makers, on se retrouve enfin pour la partie 2 de notre dossier Luban. Alors, on va se dire les termes. Je sais que la première vidéo, elle a été un peu longue. Entre l'installation, les tarifs, les licences, c'était nécessaire, mais avouons-le, c'était un peu chiant. Alors, si vous faites partie des courageux qui l'ont traversé en entier, bah, respect pour les autres. Ceux qui veulent quand même s'infliger ça, je vous mets la fiche là au-dessus, dans le coin, mais bon, comme dirait l'autre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Maintenant que la première partie est derrière nous, aujourd'hui on va passer à du concret, au fun et à ce qui fait que Luban a eu énormément de succès. Juste avant de sortir les outils de découpe, je vais vous donner deux infos rapides quand même. La première, Luban bouge plus vite et ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y ait une mise à jour entre les deux vidéos. Ça touche l'outil Cutter qui a légèrement changé. Il y a quelques petits trucs en plus. Ça ne change pas grand chose à ce que je vous ai montré, mais bon, ça prouve que le logiciel, lui, par contre, est bien suivi et que vous aurez des mises à jour régulières. Donc, je vais prendre des pincettes cette fois-ci et ça sera peut-être du coup la dernière version de cette année. On verra, il y en aura peut-être d'autres pour la troisième partie. Le deuxième point, c'est que je dois remercier quand même Luigi Chan, le créateur du logiciel, qui a accepté de jouer le jeu en répondant à un petit questionnaire et qui se trouve sur l'article qui accompagne la partie 1. Je vous remets tout ça en description. Donc pour ceux qui ont envie de savoir un peu ce qui se cache derrière Luban, je vous invite du coup à aller y faire un petit tour. Comme prévu aujourd'hui dans cette vidéo, on va décortiquer la partie du menu Mesh, plus particulièrement la fonction Cut. Je vais essayer de vous montrer les 5 méthodes de découpe qui sont à votre disposition pour que vous puissiez imprimer vos projets géants sur vos machines, que ce soit l'Under 3 ou une Bamboo. Et à la fin, je vous montrerai une petite astuce pour vider les pièces avec la fonction Holo avant de les couper. Comme ça vous fera gagner énormément de PLA, du temps et aussi de l'argent au niveau filament. Bon, on va commencer avec la première méthode. Pour que nous puissions nous lancer dans la première méthode de coupe et accéder au menu Cut qui se trouve dans Mesh, on va devoir d'abord ouvrir notre objet. Pour ça, on va se rendre tout simplement dans Fichier, Ouvrir, et là, on va choisir l'objet qu'on veut découper. Une fois que celui-ci est ouvert dans Luban, on va pouvoir maintenant accéder à ce fameux menu Mesh Cut. On va lui définir que notre unité de mesure, c'est les millimètres. On fait OK et on se retrouve avec ceci. C'est la première méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est le planar cut. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça peut être très utile dans pas mal de cas. Je vais vous faire une petite explication rapide de ce qu'on peut retrouver dans le menu, mais évidemment, durant la vidéo, on va revenir à chaque fois un petit peu sur les fonctions. Mais en gros, ici, dans la première partie, vous avez donc le type de mode de découpe que vous voulez faire. Vous voyez, il y en a quelques-unes. On va évidemment les passer en revue. Vous avez votre unité de mesure, donc même si vous avez choisi dans la petite fenêtre millimètre et que vous vous êtes trompé, vous pouvez évidemment changer à tout moment. Et on a ici la taille de base de notre objet. Dans un premier temps, je ne vais pas y toucher parce que ça n'a pas grande importance pour vous montrer comment ça fonctionne. On passera vraiment à la version géante bien plus tard. Pour l'instant, on va se limiter aux outils de découpe classiques. Donc nous avons ici le cutting plane, donc ça va vous permettre de choisir le nombre de plateaux que vous voulez. Si vous voulez faire 1, 2, 3 découpes, vous pouvez ensuite, ici en dessous, avec le Adjust Plane, choisir sur lequel vous voulez appliquer des modifications. Alors, vous pouvez soit les choisir ici via les petites flèches ou tout simplement aller cliquer dessus, ça marche aussi, et les déplacer tout seul. Vous avez ici A, B, C et D. C'est tout simplement ce qui va vous permettre de pouvoir les modifier, donc pour les incliner sur les différents axes. Si vous modifiez le chiffre ici, n'oubliez pas encore une fois, comme dans la vidéo précédente, il faut toujours valider votre action par la touche entrée, sinon évidemment ça ne sera pas pris en compte. Vous voyez, ici j'ai modifié le A et le B. Tant que je ne valide pas par la touche entrée, il ne se passe rien. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Nous avons ensuite le Regional Cut. Alors ça peut être très pratique pour des personnages ou autres. Alors je vais juste diminuer de 1 ici pour que ça soit plus visible. Vous voyez ici mon éléphant,
Bon, c'est relativement massif, mais admettons que j'ai besoin de lui couper uniquement un pied parce que ça passe pas. Je vais activer le Regional Cut et vous voyez que mon élément il s'est transformé en disque. Ça évite du coup d'appliquer une coupe sur l'intégralité de l'objet et il y a moyen d'isoler vraiment une petite partie. Là, on va devoir jouer sur la rotation. Je vais essayer de le placer au mieux. Alors, c'est pas évident au début, je vous l'accorde. Une fois qu'il est bien orienté, on va pouvoir ensuite jouer sur la taille de celui-ci et le déplacer sur les axes pour ne venir couper que le morceau de mon pied. Alors, je peux essayer évidemment de faire quelque chose d'un petit peu plus droit. Voilà, comme ceci, et je vais le reculer un petit peu du moment que je ne touche pas le reste. Ok, le cut chamfer, vous n'allez pas le voir immédiatement, mais il va agir une fois la découpe appliquée. En fait, en gros, ce qu'il va faire, et je vais vous le montrer une fois que le fichier sera exporté, c'est qu'au niveau de la coupe, ça sera pas totalement droit. Il va vous faire une petite inclinaison vers l'intérieur, histoire de vous permettre par la suite, si vous avez envie, l'enduit ou tout ça, d'avoir une zone à reboucher. On a le close cut qui est ici sur Yes. C'est tout simplement pour dire lors de la découpe qu'il ferme l'intérieur des pièces. On va pouvoir aussi numéroter ces pièces. Alors ici, ça va pas avoir grand intérêt, je le découpe en deux, mais vous verrez que plus tard, si vous faites des dizaines de découpes selon la taille de vos objets, que vous pouvez simplement les numéroter pour vous aider à la remise en place de votre impression par la suite. Dernière étape, ça va être le choix des connecteurs. En gros, ce qu'il va faire, c'est de créer des formes pour pouvoir les emboîter. Donc d'un côté, il va faire un trou et de l'autre côté, il va faire la partie mâle selon ce que vous voulez. On a le plug, le dowel et ne pas en faire du tout. Ne pas en faire du tout, c'est pas spécialement la bonne idée parce qu'il va falloir être extrêmement précis lors du collage. Donc vous pouvez choisir une de ces deux versions et ici vous avez les formes que vous désirez. On y reviendra un petit peu plus en détail par la suite car là aussi il y a pas mal de différences et il y en a qui sont plutôt pratiques selon le type de découpe qu'on effectue. Le dip ratio, c'est tout simplement la profondeur qu'on va définir justement pour nos connecteurs. Je vais commencer par quelque chose de simple, je vais le mettre en square avec un ratio on va dire de 2, donc n'oubliez pas on est toujours en millimètres et évidemment encore une fois on n'y échappe pas, on a l'option tolérance. N'oubliez pas de le mettre en négatif, moins 0.2, ça devrait largement suffire. Ça vous évitera évidemment quand vous allez les remettre ensemble de devoir forcer pour que ça rentre. Avec un moins 0.2, ça devrait passer très très facilement. Et maintenant, on va faire le cut. Le cut, c'est exactement la même chose que dans la vidéo précédente avec l'export, la sauvegarde. On va devoir choisir le dossier dans lequel on veut l'exporter. Une fois que celui-ci est fait, on fait Select Folder. Vous attendez et lui va créer un dossier avec à l'intérieur tous nos objets. Donc là du coup on peut remarquer le fameux cut chamfer. Vous voyez à peu près ce que ça fait. Évidemment là j'ai peut-être un petit peu abusé. Je vais le diminuer à 0.5, ça sera beaucoup moins marqué. Vous voyez ici, j'ai le fameux dossier avec ma découpe. Je vais refaire ici avec le cut chamfer à 0.5 et là on voit clairement qu'elle est beaucoup moins marquée. Nous avons donc ici nos 3 morceaux et comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, on a les 2 raccourcis pour écarter les pièces. Donc avec le E, on va pouvoir observer ces fameux connecteurs. Et nous avons le R pour les ramener à la normale. Alors ici on a des infos, elles sont pas toujours très juste. Là ici par exemple il me dit que j'ai 4 parties, mais je n'arrive vraiment pas à trouver ce qu'il considère comme 4e partie. Donc pour ça je vais aller voir dans le dossier pourquoi il m'en met 4. Et la voici. Alors évidemment cette petite partie là, bon on va pas l'imprimer. Mais la raison pour laquelle ça peut arriver, c'est que tout simplement votre fichier soit défectueux, qu'il y ait une erreur dans votre fichier. Quand ça vous arrive, je vous conseille 3D Builder ou autre système de réparation pour pouvoir réparer l'objet avant. Une fois que celui-ci est réparé, si on revient dans l'UBAN et qu'on retente une découpe rapidement, normalement cette fois-ci, il devrait m'afficher que je n'ai que 3 parties. Donc déjà, ça c'est un petit point à savoir. Si vous voyez qu'il y a un truc qui est un peu incohérent dans le résultat,
faites une réparation de l'objet, ça peut souvent régler pas mal de problèmes. Alors ici, il n'y en a pas plus que ça, mais ça peut arriver qu'une fois le résultat affiché, il vous manque des morceaux, des trous. Eh bien, ça vient tout simplement de ça. Réparez votre STL avant, vous serez plus sûr. Luban fera beaucoup moins d'erreurs à ce niveau-là. Au niveau du poids et du printing, c'est à prendre avec des pincettes. Celui qui vous donnera évidemment le meilleur résultat sur le poids, ça sera votre slicer. Le plus important, c'est évidemment d'avoir la découpe qu'on veut. Bien, on va passer à une autre méthode de découpe. Voyons maintenant la deuxième méthode qui est disponible dans le menu Cut. Alors, pour cet exemple, j'ai ouvert un autre objet. Je vais venir dans Cut, choisir millimètre et c'est Conic Cut. Alors, pour cette fois-ci, je vais agrandir la taille de mon objet car ici, il est quand même petit. Je vais lui faire un petit 200 mm. Et on se retrouve avec cette espèce de cône au départ, juste ici. Le but, il va être plutôt simple en théorie, c'est de pouvoir faire tout simplement un trou. Vous allez pouvoir appliquer cette option aussi bien sur un objet plein qu'un objet qui est creux. Dans le but, par exemple, ici, pour un objet plein, c'est de pouvoir faire un emplacement pour un support, pour l'emboîter sur quelque chose que vous auriez personnalisé pour le poser dessus. Au niveau d'un objet creux, ça pourrait être par exemple pour insérer une ampoule ou quelque chose comme ça. Histoire de bien le placer et de voir ce que ça donne au niveau de l'intérieur, un bon conseil, c'est de passer par le menu Objet et de faire Select ou alors la touche J. Ce qui va vous ramener sur cet écran où là, avec le slide, vous allez pouvoir choisir les objets sur lesquels vous voulez appliquer une modification. Donc par défaut, il est tout au bout, ça veut dire qu'il vous affiche les deux, mais si vous le déplacez, on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. À partir de là, vous allez pouvoir toucher ici à ces emplacements, affiner le nombre de faces dont il dispose, et puis évidemment les diamètres. Alors le diamètre du dessus, c'est celui qui dépasse, le diamètre en dessous qui fait la pointe, sa longueur, et puis au final, comme d'habitude, sa tolérance. Ici, je vais simplement faire une encoche, donc je vais mettre les deux diamètres à la même taille. Comme je vous l'ai dit, au niveau des déplacements, on peut le mettre à peu près où on veut, et ça va aussi nous permettre au niveau de la taille de voir jusqu'où il va. Donc je vais par exemple agrandir sa longueur, et je vais maintenant pouvoir ajuster comme ceci à quel endroit je veux le placer. On a ici les angles, donc on peut le tourner sur les trois axes. Et au final, on va faire Cut. On replace ça dans le dossier que l'on souhaite. On fait Select. On le laisse un petit peu travailler. Et on se retrouve donc ici avec les deux emplacements. Notre trou et le contenu qu'il avait à l'intérieur. Par contre, il va falloir faire attention, ça ne marche pas sur tout. Ça va dépendre de la complexité de votre objet. C'est par exemple une des raisons pour laquelle je n'ai pas repris l'éléphant pour cette démonstration, car celui-ci est beaucoup trop complexe pour que cette fonction fonctionne et vous aurez droit à un message d'erreur. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que votre objet est trop complexe pour le faire via cet outil, ou n'est-il pas plus facile à la limite d'utiliser une autre technique, car au final c'est simplement une fonction de booléen qu'aujourd'hui on peut facilement retrouver dans pas mal de slicers et qui sont parfois bien plus efficaces malheureusement pour mettre cette fonction de Luban en avant. Passons maintenant à la méthode suivante qui est FlexiCut. Alors FlexiCut, en gros, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, peut-être parce que vous en avez déjà imprimé. C'est le principe, non pas comme dans Create, Photomagic, des charnières, mais réellement des embouts qui sont emboîtés un dans l'autre. Alors pour ceux vraiment qui ne voient pas, je vous place une petite photo d'un exemple qu'on trouve un peu partout, hein. Vous tapez dragon par exemple sur Printable, vous en aurez un beau paquet. Et ici le principe ça va être de réaliser la même chose. Attention, avant de commencer, il va y avoir quand même une petite condition pour que ceci fonctionne. L'épaisseur de votre objet, l'axe Z, doit au minimum faire 1 cm. Donc ici, je vois déjà que je suis trop bas. J'ai à peu près 4
millimètres et demi. Donc je vais le passer à 12 millimètres. Voilà, ça va l'agrandir un petit peu, ça va nous laisser un petit peu de marge. Alors pourquoi ce minimum? Tout simplement, vous allez le voir avec ce qu'il va créer. Il va créer en fait des petits connecteurs qui s'élargissent sur le bout. Et pour que cela puisse être inséré dans vos objets, il a besoin au minimum donc de 1 cm de hauteur. Autre chose qui va énormément jouer sur la réussite de votre objet, c'est votre tolérance. Encore une fois et toujours, on revient à la tolérance. Il faut vraiment que celle-ci soit correcte, voire un petit peu plus. Moi, je vais ici mettre 0,3 un petit peu en avance, donc en négatif, hein, moins 0,3. Et là, on va pouvoir commencer. On voit qu'ici, j'ai déjà une plaque qui a été insérée. Alors, je pourrais très bien la laisser comme ça, en fait, parce qu'elle va couper à 3 endroits différents. À la limite, celle-ci, je vais la laisser. Ça va m'en faire gagner une, car il y a quand même une petite limitation dans l'Uban, c'est qu'on ne peut le faire que 10 fois. On va pouvoir rajouter que 10 plaques comme ceci. Du coup, celle-ci, elle va m'en faire gagner déjà 2. Donc là, je vais pouvoir le laisser. Je vais en rajouter quelques autres. Alors pour ce faire, on a ici le nombre de plans qu'on a besoin. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est celui qui est en rouge. Je vais en rajouter un second qui vient se placer ici. Et comme vous voyez, là, d'office, par défaut, il a mis la forme ronde comme style de coupe. Alors, comme on l'a déjà vu, pour pouvoir le modifier, soit on vient cliquer dessus, soit avec l'ajustement de plan, on va pouvoir sélectionner le numéro 2. Et en gros, ça reste à peu près les mêmes. On va essayer de les replacer comme ceci. Voilà, comme ça, il est bien droit. Il arrive presque au bon endroit derrière la tête. On va le reculer un petit peu. Et aussi, on va pouvoir ici, avec le R, diminuer son rayon. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas trop problématique parce qu'il est tout seul. Par contre, je vais le déplacer pour le ramener au milieu. Mais le rayon, il pourrait être très utile si je viens faire une coupe ici, pour pas que ça soit trop grand et que ça vienne couper dans les autres morceaux. Donc je vais en rajouter encore un. Vous voyez que là, maintenant, il le met à plat. Je passe sur le 3e plan, je veux un régional. Par habitude, pour le redresser, le A est à 1, le B à 0, le C à 0. Ça va le remettre comme ça à la verticale. Et si je le déplace et que je le veux ici entre les deux, vous voyez que si je ne touche pas au rayon, il va venir mordiller ici. Je vais diminuer du coup le rayon pour vraiment qu'il ne coupe que cette partie-là. Je regarde s'il est plus ou moins centré. Je vais pouvoir le déplacer un petit peu. Voilà, comme ça il est bien au milieu. Je vais encore en rajouter un ici. 1, 0, 0. Et tant que je ne valide pas sur Enter, ça ne change rien. Là, je valide, c'est bon. Et pourquoi pas profiter encore une fois du passage entre deux pour essayer d'en gagner un petit peu à chaque fois. Alors, on va pouvoir lui faire une petite rotation. Alors, pas dans ce sens-là. C'est pas le A non plus. Ah, voilà. C'était bien le B. Je vais pouvoir le reculer un petit peu. Voilà, comme ceci. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Pour la démo, ça sera déjà pas mal. Je vais pouvoir faire Cut. Alors, je retourne dans mon dossier de travail. Et nous voilà avec notre découpe. On peut voir ici les fameux connecteurs qu'il a créés. Alors évidemment, cette impression-là, il faut absolument la faire d'une seule fois. Même si dans notre dossier, on a tous les éléments séparés, c'est évidemment le all-in-one qu'il va falloir imprimer, ce qui donne au niveau d'un plateau d'impression ceci, et on voit qu'il y a les petits espaces tout autour et qui va devoir réussir à les imprimer comme ça, sans support, sans rien, et ça va rendre votre objet flexible. Alors si maintenant vous voulez complexifier votre objet parce que vous avez déjà utilisé les 10 emplacements de coupe, rien ne vous empêche de l'ouvrir à nouveau dans l'Uban, de retourner dans Cut, de rechoisir le flexi et au besoin de venir en rajouter 10 autres. Et ainsi de suite jusqu'au moment où vous serez satisfait du nombre d'intersections dans votre objet. Méthode suivante, Grid Cut. Elle va être plutôt simple à comprendre. L'idée, c'est tout simplement de découper par bloc, et ça sur les 3 axes. On a ici Cutting Plane qui va nous permettre d'ajouter des découpes sur l'axe X,
Y et Z. Pour ça, il vous suffit simplement d'augmenter le nombre de sections que vous voulez. Donc là, j'en veux 2. Il m'en a rajouté une ici. Je peux en mettre une dans l'autre sens et ainsi de suite. Nous avons ici une case à cocher. Alors, je vais essayer de le prononcer, mais Stegeret Cut Pattern, ça peut ressembler à ça. Le principe, si vous la cochez, c'est tout simplement de désaxer les jointures pour que ça soit plus solide. C'est un peu le système des briques en quinconce. Je vais vous montrer ce que ça donne en le sélectionnant. Vous voyez, elle se déplace comme ceci. Ça rajoute des morceaux, mais voilà, le fait que les jointures ne soient pas alignées permet une meilleure solidité, mais il va falloir faire un peu attention parce que ici vous voyez j'ai des petits morceaux qui vont être découpés, ça sera peut-être pas spécialement le plus facile ensuite à réassembler. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est enlever cette option et venir directement choisir pour le déplacer à un autre endroit. On a toujours le cut chamfer, donc c'est pour avoir le petit rebord entre chaque pièce. On peut fermer la pièce ou non, la numéroter, ça change pas. Et évidemment ici toute la partie des connecteurs. Alors cette méthode, elle est assez ressemblante au grid. On va aussi définir des plans sur nos axes. La grosse différence avec celui-ci, c'est que au lieu de se répartir en largeur ou en profondeur sur l'objet, ils vont tous se créer à partir de l'axe central. À chaque fois que j'en rajoute un, vous voyez, ça part comme ça du centre. On va pouvoir aussi choisir l'orientation selon l'axe qu'on veut. Donc là, je suis sur le Z, mais je peux très bien choisir d'avoir sur l'axe X ou sur l'axe Y, avec pour le reste toujours les mêmes options au niveau du connecteur, la fermeture des parties et la numérotation. On arrive maintenant à la dernière méthode de découpe, c'est celle qui nous intéresse certainement le plus et certainement la plus utilisée dans le menu Cut, c'est le fameux modular Cut. C'est celui qui va vous permettre d'imprimer des pièces en taille réelle. Et la première chose à savoir à faire lors du choix de votre STL, c'est que celui-ci soit de la meilleure qualité possible. Car ici, je suis sur un objet qui fait 10 cm à peu près de haut et je vais choisir de l'imprimer à une taille d'1 mètre. Donc ça veut dire que je vais étirer, je vais agrandir ce STL. Si votre fichier est de mauvaise qualité, il risque de se transformer en polygone. Idéalement, si vous trouvez déjà le fichier en grande taille, ça sera beaucoup mieux au niveau de la qualité. Là, ici, je vais le passer à 1000 et vous allez voir ce qui va se passer directement. On se retrouve avec plein de cubes, ce qui simule en gros le nombre de parties qu'il peut y avoir à la fin de cette découpe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de lui donner les informations concernant la machine ou les machines qui vont imprimer ce projet. Dans 3D Printer, on a le choix entre single ou multi-printer. Je vais commencer par single en supposant que je n'ai qu'une seule machine à ma disposition ou éventuellement j'en ai plusieurs, mais elles sont toutes de la même taille. Je vais pouvoir choisir le type de bed que j'ai à disposition, donc le rectangle pour les machines standards et on a la version circle pour tout ce qui est delta. Je vais lui donner la taille de mon plateau. Je le répète, ça ne change rien. Si je tape les chiffres juste comme ça, il faut que je valide au moins une fois avec la touche entrée pour qu'il puisse prendre mes modifications en compte. Vous voyez ici, les cubes ont changé de taille. Je peux aussi ajouter le fait que j'ai une bordure de sécurité sur mon plateau, par exemple de 5 mm. Le cut chamfer, toujours la même chose, avoir des bords qui rentrent un petit peu au niveau des intersections. Le close cut, ça change pas, c'est fermé ou ouvert. On peut choisir ici l'axial cut sur oui ou non. Le but c'est de simplifier en fait la découpe, mais surtout l'impression pour avoir le moins de support à ajouter. Il va tenter en fait de découper de manière à ce que toutes les pièces se posent vraiment bien à plat sur votre plateau. Ensuite, on peut toujours les numéroter. Alors ici, ça pourrait être intéressant si vous avez beaucoup de pièces de pouvoir garder un ordre d'empilement parce que vous allez voir, il fait aussi un petit fichier dans le dossier justement si elles sont numérotées pour vous aider à vous y retrouver. Et ensuite, on a toute la partie connecteur. Alors, c'est vrai que durant toute cette vidéo, je vous ai pas spécialement décrit toutes les options des connecteurs parce qu'il y en a quand même
un petit paquet. Je vais essayer de vous mettre dans l'article concernant la partie 2 de cette vidéo des images des différents connecteurs qui sont mis à disposition, leur utilité. Mais sachez déjà que on a la version plug, donc elles sont attachées aux pièces. Vous avez un côté mâle, un côté femelle. Le dowel, c'est des chevilles. Vous n'aurez que des parties femelles sur vos pièces et le connecteur sera séparé. Ça pourrait avoir un avantage de choisir le mode dowel sur des pièces comme ça, étant donné que vous n'aurez que des parties femelles à imprimer. Donc déjà, ça vous enlève toute une grosse partie des supports pour ceux qui seraient dans le vide. Et en plus de ça, si jamais vous viendriez à casser pour une raison ou une autre le connecteur, étant donné qu'ici on est sur des chevilles, c'est beaucoup plus simple. Je vais activer donc le part number, donc la numérotation des pièces. Et on a la possibilité ici de choisir notre numéro de départ et surtout de lui mettre un préfixe comme ceci. Bon, le préfixe, je vous avoue, c'est pas spécialement obligatoire. La numérotation va suffire. Par contre, maintenant, je vais vous expliquer le multiprinter. Ça, c'est vraiment l'option qui va être intéressante si vous utilisez plusieurs machines avec des tailles différentes. L'idée, c'est de venir dans le setup multiprinter et d'y ajouter vos différentes machines. Alors, je vais simuler. On va dire que j'ai une petite machine qui imprime en 200 par 200. Je vais l'ajouter. J'ai ma deuxième machine qui, elle, fait du 256. Et j'en ai une troisième qui fait du 300. Ce qui va se passer quand je vais lancer la découpe, c'est qu'il va prendre en compte ces trois machines-là et va me séparer les impressions, les tailles des découpes pour que je puisse utiliser ces trois machines-là. Alors, petite info comme ça, il y a des bruits de couloir qui courent à ce sujet-là. Une demande qui a été faite pour cette option, c'est de pouvoir enregistrer nos machines. Car ici, pour l'instant, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau projet, qu'on va utiliser le multiprinter, on est obligé de revenir dans ce menu et d'ajouter à chaque fois nos tailles de plateau. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué en gros que le créateur de Liban était plutôt réactif à l'écoute justement de la communauté grâce à Facebook et j'ai vu passer il y a peu de temps, une demande de quelqu'un expliquant que ça serait quand même bien sympa de pouvoir enregistrer nos machines une fois pour toutes dans le logiciel et de pouvoir venir les sélectionner directement dans Multiprinter pour ne pas à chaque fois devoir refaire cette manipulation. Le retour a plutôt été positif à ce sujet et ça risque d'arriver très bientôt. Et c'est vrai que ça serait plutôt sympa de ne pas devoir à chaque fois tout retaper. On ferme la fenêtre. On voit ici qu'il a ajouté 3 blocs qui correspondent en gros à nos 3 machines. Et une fois qu'on va faire cut, il va lancer la découpe. Et nous voici maintenant avec différents blocs de découpés selon les tailles que nous avons rentrées pour nos imprimantes. On peut remarquer ici par exemple qu'on a une taille, ici une taille un petit peu plus petite pour arriver à des blocs beaucoup plus grands, comme ici pour l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer le dossier de découpe et je vais vous montrer comment on reconnaît quel bloc doit être imprimé sur quelle imprimante. C'est plutôt simple, il suffit de regarder le début du nom du fichier. On peut voir ici que ça commence par P1 pour la première machine, donc ça correspond aux pièces que nous avons découpées pour notre machine de 200 par 200. Ensuite, en descendant plus bas, on peut commencer à voir, voilà, ici la première en P2 qui correspond donc du coup à la machine en 256. Et au final, nous arrivons sur la P3 qui est en 300, ce qui va vous permettre de faire votre petit tri et de lancer 3 pièces en même temps sur chacune de vos machines. Au niveau de l'assemblage, je vous ai dit, il fait un petit fichier qui va vous permettre de rassembler vos pièces si vous les avez numérotées. Encore une fois, il vous donne à peu près une estimation du nombre de pièces. Donc là, il y en aurait 140. Le poids final est à peu près 39,5 kg. On a le temps approximatif d'impression par machine. Alors, je le répète, mais encore une fois, c'est vraiment une grosse estimation étant donné qu'il n'a pas connaissance de votre profil d'impression, le temps que ça pourrait vous prendre pour l'assembler et le total du travail final. Alors comme promis, je vous en avais parlé dans la vidéo, je vais vous parler d'une petite astuce qui peut être bien pratique pour faire
la découpe d'objets de très très grande taille, elle va consister à vous faire gagner du temps, du PLA et évidemment du coup de l'argent aussi, étant donné qu'on va en imprimer beaucoup moins pour avoir exactement la même chose. Alors cette astuce, en fait j'en avais déjà parlé, j'en avais fait une vidéo que je vous mets là au-dessus. Du coup elle n'est pas spécialement obsolète, mais vu que je reprends toute la partie cut, eh bien je vais en reparler quand même dans celle-ci. C'est une astuce qui est très connue de ceux qui font de la résine, car au niveau résine, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, étant donné que le prix de celle-ci est quand même un petit peu plus élevé que le PLA. C'est l'option qui permet de vider notre pièce. On va faire exactement la même chose ici pour une impression en PLA. Et pour ça, on va préparer notre pièce à l'évidage. La première chose à faire, ça va être de lui donner la taille finale. Pour ça, on va se rendre dans le menu Objet et la première chose qu'on va faire, c'est transformer notre objet. Alors on peut faire des rotations, des translations, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse ici. On va se limiter à la fonction Scale or Size. On va choisir Size. Et ici, on va lui donner notre taille finale. Donc, je vous ai montré juste avant pour la méthode de découpage modulaire que j'avais choisi de l'imprimer avec une hauteur de 1 mètre. Donc, je vais placer ici mon mètre. N'oubliez pas, hein, c'est des valeurs en millimètres. Donc, 1 mètre égale 1000 millimètres. Je valide et celui-ci agrandit. Alors, on ne le voit pas, encore une fois, spécialement ici à l'écran. Il est un petit peu bougé, mais vous pouvez vous référer ici aux valeurs qui sont données sur la hauteur. Vous voyez, on arrive à 1000. Maintenant que c'est fait, on va faire l'évidage. Dans Mesh, vous allez pouvoir retrouver ici à peu près au milieu la fonction Hollow. On va cliquer dessus et on a cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre, toujours en millimètres, va vous donner l'épaisseur restante de l'objet. Alors là, on est sur 1 cm. Je vais le mettre un peu plus grand étant donné que la pièce est énorme. Je vais lui mettre une paroi de 20 mm, ce qui fait 2 cm et ça devrait être largement suffisant. Évidemment, une fois que je vais appuyer sur Enter pour valider, ça va prendre un petit peu de temps. L'image, elle est figée, ne vous inquiétez pas. Vous verrez qu'une fois qu'il a terminé, on a une seconde fenêtre qui va s'ouvrir comme ceci avec l'indicatif Hollow. Alors pour voir la différence, on a ici un petit icône en forme de cube avec un côté qui est rouge. Ça va mettre un cadre autour de notre objet et si vous en prenez un, que vous descendez, vous voyez que on peut voir l'intérieur de la pièce. Là, on est sur la version d'origine qui est pleine. Si maintenant je fais la même chose sur celui qui a été ouvert avec l'indicatif Hollow, vous voyez que celui-ci est creux en laissant une paroi de 2 cm. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que ça apporte? Si je viens dans mon menu Mesh, que je prends Cut avec l'option Modular et que je lui redonne les valeurs de mon plateau et que je valide, je vais avoir mon résultat. Mais avant, pour que vous ayez vraiment un comparatif, je vais le faire sur celui-ci. Donc, on vient juste de le faire avant, mais comme ça, on a vraiment un comparatif. Je vais passer dans Cut, Modular. Étant donné que celui-ci n'a pas été modifié ni creusé, on a la taille d'origine, on la modifie, on lui donne la valeur du plateau. J'ai mis 256, comme ça les deux objets sont sur le même plateau et je découpe. Je fais la découpe pour l'autre aussi et on va comparer les deux. Et nous voici avec nos deux découpes de fait. Je les ai mis un à côté de l'autre. On voit pas très bien les noms qui sont affichés ici, mais c'est pas grave, le principal y est. On va pouvoir comparer la version pleine qu'on a ici. Il y a 148 pièces contre notre version évidée qui n'en a plus que 88. Ce qui nous fait déjà une différence de 60 pièces. Au niveau du poids maintenant, la version pleine, elle fait pratiquement 40 kg contre notre version évidée qui en fait un peu plus de 9. On va dire grossièrement qu'on a 30 kg de différence. Évidemment, après, ça va jouer sur le nombre d'heures d'impression, même si ici, on est d'accord, on est sur une estimation. Il n'y a pas de profil d'impression qui est pris en compte, ça vous donne juste une idée du gain de temps. Dans les deux cas, j'ai choisi l'option single printer, donc avec une seule machine. Imaginez le temps que vous pourriez gagner avec plusieurs machines qui impriment en même temps. Donc là, grossièrement, cette solution, ça va évidemment dépendre de votre objet, de ce que vous voulez faire avec, mais l'air de rien, c'est vraiment pas négligeable. En sachant que la version creusée comme celle-ci pourrait très bien être remplie avec autre chose. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai imprimé il y a peu de temps le marteau de Thor. Il est entièrement vide et je l'ai rempli de béton pour lui donner beaucoup plus de poids
Et finalement, je suis arrivé à une impression, je pourrais dire, en l'estimant comme ça, à vide de 600 grammes. J'ai rempli l'entièreté du marteau avec du béton, ce qui lui a donné un poids final d'à peu près 6 kg. Imaginez à peu près le prix de 6 kg de PLA en faisant une moyenne de 20 € le kilo. J'aurais à peu près dépensé 120 € de PLA, qu'avec la version évidée plus le béton, j'en ai peut-être eu pour 20 à 25 € grand maximum entre le PLA et le béton. Du coup, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable. Voilà les makers, on a fait un sacré tour d'horizon des capacités de découpe de Luban, entre les pièces articulées de FlexiCut ou Modular Cut pour les projets géants, l'énorme économie de filaments grâce à Holo. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir vos impressions géantes. On arrive à la fin de cette vidéo et comme vous le voyez sur le calendrier, Noël il est passé. J'espère que vous avez été gâtés en imprimant en PLA et même si la partie 1 de Luban a été plutôt longue pour certains. Je suis quand même très content d'avoir pu en aider une grande partie d'entre vous, d'avoir fait au mieux pour répondre à certaines de vos questions. Du coup, je tenais quand même à vous adresser un grand merci pour m'avoir accompagné durant cette année 2025. On se rapproche doucement du réveillon. Alors, je vous souhaite d'avance une excellente fin d'année. Profitez bien de vos proches, soyez prudents et préparez surtout vos machines pour l'année 2026. Elle recommencera certainement avec Luban, car il reste encore au moins une partie 3 sur ce dossier. Il reste encore pas mal de petites fonctions sympas à vous montrer. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur l'article en description pour retrouver tout ce qui concerne les connecteurs. Et puis, si la vidéo vous a aidé, le petit pouce, la cloche, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, passez de superbes fêtes de fin d'année et comme d'habitude, bonne impression à tous.